Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de diversification et du nombre d'actions qu'il faut avoir, du moins statistiquement, dans un portefeuille. Évidemment je vais ouvrir le débat dans cette vidéo car je pense qu'il n'y a pas de réponse unique mais que ça dépend aussi du profil de chaque investisseur. Je vais vous partager ce que je fais personnellement et bien sûr je le précise, ce dont je parle dans cette vidéo, ce n'est que mon avis en tant que particulier. Après, libre à chacun de sélectionner sa stratégie en fonction de son libre arbitre. Très bien, passons maintenant sur mon écran. Alors aussi, je tiens à vous le préciser, je fais cette vidéo en réponse à une question qui m'a été envoyée. Du coup, déjà, merci pour la question pertinente. Et ça me permet aussi de vous rappeler de ne pas hésiter à envoyer des idées de vidéos ou des questions. Et de toute façon, généralement, je vous réponds dans les commentaires ou même je pourrais vous répondre en vidéo, pourquoi pas. Donc tout d'abord, ce dont je voudrais vous parler, ce sont les risques intrinsèques. Alors, les risques intrinsèques par rapport au marché, c'est-à-dire que de façon générale, si on prend tout ce qui est la macroéconomie, par exemple, si le monde entier rentre en récession, si on a une récession globale ou même si une zone géographique se comporte mal, et bien de façon générale, il va être assez dur de se protéger sur telle ou telle action. Certes, on sait qu'il y a des actions qui tiennent mieux en récession et il y a des actions qui tiennent mieux en temps économique plutôt positif, entre guillemets, mais la réalité, c'est que si tout le marché tombe, il y a tout qui tombe, généralement, vous trouverez tout le temps une pépite ou deux, mais voilà, c'est un risque en fait sur lequel il est très difficile de se protéger, sauf si évidemment on sort de la bourse. Mais on l'a bien vu dans le dernier crack qu'on a eu, ou même dans celui de 2020 ou dans celui de 2018, la réalité c'est que si tout le marché passe dans un vent de panique, il est assez dur de se protéger, et dans ce cas-là, on va utiliser d'autres types d'actifs, et ça on en parlera d'ailleurs à la fin de la vidéo. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut quand même se protéger au niveau des entreprises individuelles. Donc là, on va parler évidemment d'une personne qui a investi dans un portefeuille avec des actions qu'il sélectionne lui-même, et ce qu'il faut retenir de façon générale, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce qu'évidemment, si vous perdez le panier, ben, vous perdez tous vos œufs. Donc ça, ce à quoi ça correspond, ça veut dire que si vous mettez 100% de votre argent dans une entreprise et que votre entreprise fait faillite, votre portefeuille, il va à zéro. Alors à l'inverse, par contre, si on a 30 entreprises dans son portefeuille, là j'ai pris 30 mais ça aurait pu être 20, et bien par exemple, ça veut dire que si on a une entreprise qui fait faillite, on va perdre que 3,3% de la valeur de son portefeuille si toutes les autres n'ont pas bougé. Si on était sur 20 entreprises, ça ferait 5% par exemple. Et c'est clairement une des raisons pour laquelle bon nombre d'investisseurs ne possèdent pas qu'une seule action. Évidemment, vous avez des cas très particuliers, mais il faut bien comprendre que ce sont des personnes qui généralement possèdent un gros pourcentage de l'entreprise, sont directement au conseil de direction, au comité de direction, et donc ils peuvent avoir beaucoup plus de contrôle. Mais nous, en investissant dans des entreprises énormes, en ayant très peu de contrôle, on prend plus de risques, on a moins le contrôle sur la situation. Je dis beaucoup contrôle, désolé, mais donc forcément, il faut qu'on diversifie plus. Donc ça, c'est l'idée générale de diversifier. Ensuite, il va falloir comparer, parce qu'il y a un moment, combien on met d'actions en portefeuille, qu'on compare par rapport à quoi, puisque encore une fois, l'investissement, c'est toujours quelle entreprise est meilleure par rapport à quelle entreprise, ou quelle solution est la meilleure par rapport à quelle solution. On essaie de faire du concret, on essaie de mettre des chiffres derrière des raisonnements et des stratégies. Donc d'un point de vue des statistiques, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va se comparer au S&P 500, puisque c'est un des indices les plus connus, les mieux traqués depuis très longtemps, donc on a quand même des bons retours dessus. Et on sait qu'on peut estimer qu'on aura un retour de 10% sur investissement chaque année, avec un écart type de 20%. Alors vous pourrez trouver facilement les études sur internet qui en parlent, ici moi je voulais juste résumer. Donc l'écart type, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est, et d'ailleurs je ne suis pas le mieux placé pour vous l'expliquer, j'ai fait des statistiques certes en classe préparatoire, mais je ne suis pas un statisticien, d'ailleurs s'il y en a un sur la vidéo qui est en train de regarder, n'hésitez pas à donner plus de détails dans les commentaires, mais globalement l'écart type c'est la variation possible par rapport à la moyenne. Donc on sait qu'on va faire 10% de retour sur investissement en moyenne par an, ça veut dire que statistiquement, il y a des chances que certaines années on fasse moins 10% et que certaines années on fasse plus 30%. Évidemment, si vous prenez une gaussienne, vous avez les deux extrêmes dans lesquels on peut rentrer de temps en temps, c'est-à-dire que vous allez avoir de très rares cas où vous ferez peut-être moins 20% ou plus 40%, mais globalement ça permet de nous centrer sur la moyenne. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez ce tableau, eh bien, ça vous montre donc ici la standard deviation, qui est l'écart type en français, à 20%, qui est celui qu'on a mis du S&P 500, donc c'est la ligne rouge. Et en bas, là, sur le graphique, c'est le nombre d'actions. Donc globalement, si on regarde l'abscisse et l'ordonnée, on se rend compte qu'avec très peu d'actions, l'écart type il est très élevé. Et c'est cohérent, puisque très peu d'actions, donc on a un risque qu'une action disparaisse, et donc forcément la volatilité s'envole. Après, on se rend compte aussi que si on va entre 12 et 20 actions, ce qui est généralement des nombres qui sont très souvent mentionnés, en fait, on voit qu'on est sur un écart type qui se balade entre 20 et 25, et donc on a déjà, en fait, en prenant
assez peu d'actions, énormément réduit donc cet écart type et donc le risque de la volatilité. Et après, on se rend compte que dès qu'on va passer 20-30 actions, en fait, on va venir tangenter les 20% et on va jamais descendre sous les 20%, tout simplement parce qu'on va se rapprocher de la diversification de l'indice auquel on est en train de se comparer dans ce cas-là. Donc tout simplement, ce que ça nous amène à dire, c'est que avoir allé de 1 à 8, 10 actions, eh bien clairement, vous allez risquer d'avoir plus de volatilité dans votre portefeuille. Et à partir de 12 jusqu'à 30, 40, et etc., vous allez au final vous rapprocher clairement de la diversification d'un indice S&P 500, par exemple, dans ce cas-là. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, et je vais quand même un petit peu ouvrir le débat, parce qu'on va se rendre compte que d'avoir seulement un portefeuille de 15-20 actions et rien d'autre, ça peut un petit peu compliquer la situation en termes de diversification. Donc j'aimerais tout d'abord vous parler de secteur et de géographie. Donc là, on va regarder les secteurs d'activité des entreprises les plus connus, et donc on en a 11. Et donc déjà ici, on se rend compte qu'avec nos 12 à 20 actions, voire aller 20 à 30 actions, eh ben, on va avoir peut-être une ou deux entreprises par secteur maximum. Et en plus, il n'est même pas dit que ce soit des secteurs qui nous intéressent. Cependant, on comprend qu'il est quand même intéressant d'y être exposé. Et là, on est en train de parler d'une seule zone géographique ou d'une seule zone économique. Maintenant, si je vous rajoute les zones économiques, on va en prendre trois. Et évidemment, on peut faire un découpage beaucoup plus précis selon des pays, des zones géographiques plus petites, comme par exemple peut-être l'Asie du Sud ou par exemple l'Amérique du Sud. Et on voit donc déjà, si on prend juste trois zones économiques qui sont l'Amérique du Nord, l'Europe et tout ce qui est les marchés émergents, donc l'Asie, l'Amérique du Sud, les pays de l'Est, déjà ici on aurait 11 fois 3 possibilités pour prendre une entreprise de chaque secteur dans chaque zone géographique. Donc déjà on voit qu'on commence à avoir plus de 30 actions. Et ensuite, là je vous rajoute les types d'actions. Est-ce que c'est des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des entreprises à dividendes, des entreprises croissance, même des entreprises value? Et en fait, on va se retrouver rapidement avec des centaines d'actions à acheter si on veut avoir une vraie diversification par secteur, par zone géographique et par type d'entreprise. Et donc c'est ici que vient la question, est-ce qu'il est intéressant de couvrir tous ces cas avec des ETF? Et si vous êtes déjà venu sur la chaîne auparavant, vous connaissez ma réponse. Pour moi, oui, puisque j'investis de façon générale sur le monde entier, sur différents types d'entreprises, différentes tailles, différentes stratégies, avec des ETF. Je fais ça tout simplement parce que je veux avoir un bêta, on va en parler un petit peu plus tard d'ailleurs, je veux avoir en gros une volatilité assez proche du marché sur une partie de mon patrimoine en tant entre guillemets que bon père de famille. Et donc je veux qu'un certain pourcentage de tout ce que je possède soit très diversifié à travers le monde pour tout simplement avoir un investissement solide qui sur le long terme va avoir la performance moyenne des marchés. Mais évidemment, comme vous le savez, j'ai aussi un portefeuille d'actions individuelles et c'est ce dont on va parler maintenant et je vais vous expliquer pourquoi je le fais et quels sont pour moi les autres points vraiment à considérer quand on parle de diversification parce que je pense qu'on n'a pas encore tout dit. Alors premièrement, ce que je voudrais vous dire dans ces autres points, c'est que effectivement, selon nos stratégies sur nos portefeuilles individuels, eh bien, on va avoir des portefeuilles qui sont composés d'actions très différentes et c'est pas toujours possible de faire ça avec des ETF. Donc concrètement, qu'est-ce que je veux dire? Si vous avez 25 ans, 30 ans et que vous voulez avoir, en plus de vos ETF, un portefeuille vraiment axé croissance sur lesquels vous allez mettre des entreprises dans des secteurs que vous comprenez, par exemple, je ne sais pas si vous travaillez dans la technologie, si vous travaillez dans les énergies, vous avez des secteurs que vous comprenez, et donc vous voulez vous faire un portefeuille grâce à vos avantages compétitifs et à votre compréhension des entreprises et du marché, et bien ça, vous allez le faire via un portefeuille d'actions individuelles, et c'est là que vous allez avoir tout l'intérêt de savoir combien d'actions vous devez mettre, puisque statistiquement, vous allez vous rapprocher d'une diversification qui soit bonne, donc on va dire aller de 12 à 30 actions, et en plus vous allez pouvoir vous concentrer sur un secteur précis que vous comprenez, parce que vous ne pourrez jamais avoir tous les secteurs. Et ça m'amène sur le point juste après, qui est qu'en fait, combien d'actions vous pouvez suivre? Si vous avez un portefeuille de 20 à 30 actions comme moi, eh bien, tous les 3 mois, quand vous allez aller lire les résultats des entreprises, etc., si vous avez 150 actions, ça va être un travail à plein temps. Alors que si vous avez une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'actions que vous comprenez dans des secteurs que vous comprenez, et non pas dans des secteurs, par exemple, moi, j'ai pas de médical parce que c'est pas quelque chose que je comprends très bien, donc j'en mets dans mes ETF. Mais voilà, moi, j'ai de la technologie, comme vous le savez, de l'industrie, parce que c'est ce que je comprends, c'est ce à quoi j'ai été formé. Et donc, c'est ça l'avantage d'avoir un portefeuille sur lequel on se concentre, pour moi, sur certains secteurs et certaines entreprises que l'on comprend.
Un autre point sur lequel je relativiserai, c'est ce que moi j'appelle personnellement, comme vous le savez, souvent je le dis, les canards boiteux. C'est-à-dire que dans un portefeuille individuel d'actions individuelles, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, eh bien en fait, vous allez toujours avoir une action qui risque ça va être la catastrophe, elle pourrait même faire faillite. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez 30 actions, ce sera que 3,33% de votre portefeuille et vous allez à peine le sentir, surtout si vos autres actions montent. Et aussi ces canards boiteux, eh bien il y en a plein dans les ETF. La réalité c'est qu'on ne le voit pas. Mais si vous allez chercher un petit peu des études là-dessus qui existent, vous les trouverez facilement en anglais, vous vous rendez compte qu'en fait dans les ETF, ce sont que quelques entreprises qui font la majorité de la performance et vous avez plein d'actions qui sous-performent et c'est normal. Et ce sera aussi dans votre portefeuille d'actions individuelles et c'est pour ça qu'on diversifie. Puisque si vous achetez que deux entreprises et qu'il y en a une qui fait faillite, même si l'autre elle a une super performance, ça va quand même pas être top au final. Alors maintenant je vais vous parler aussi de convictions personnelles. Si, comme moi, vous avez des entreprises dans lesquelles vous croyez énormément, puisque vous les comprenez très bien, peut-être que, comme je vous le disais, vous avez des informations par rapport à votre travail, ou tout simplement, vous êtes client de l'entreprise, vous êtes convaincu que cette entreprise est de qualité, je sais pas, vous adorez le Coca-Cola, et bien vous achetez du Coca-Cola, vous adorez les iPhones, vous achetez du Apple, etc. Eh bien, l'avantage d'avoir un portefeuille diversifié d'actions, c'est que vous allez pouvoir mettre toutes ces convictions, et c'est un portefeuille que vous allez beaucoup mieux tenir sur le long terme, et encore une fois, moi c'est vrai que des fois quand je regarde mes ETF, je vois des actions dedans qui honnêtement ne me plaisent pas. Alors je le fais quand même pour les avantages qu'on a vus juste avant, qui permettent de couvrir toutes les zones géographiques, tous les secteurs facilement sans avoir à me créer un travail à plein temps. Cependant, oui, j'ai des grosses convictions personnelles sur certaines technologies, certains secteurs, et le portefeuille individuel d'actions me permet de me concentrer dessus. L'avant-dernier point dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle le bêta. Alors en fait, c'est un nombre qui vous permet de calculer la volatilité d'une entreprise par rapport au S&P 500. C'est une information que vous trouverez sur plein de sites internet, on vous le donne généralement. Et le S&P 500, il est à 1. Et l'avantage de ce bêta, c'est que si vous mettez le bêta en face de chaque ligne de votre portefeuille, et que vous multipliez par le pourcentage que représente cette action dans votre portefeuille, vous pouvez faire très facilement une moyenne pondérée du bêta de votre portefeuille. Donc moi, par exemple, je calculais, j'ai un bêta d'environ 1,4, 1,5. Je crois que c'est 1,44, mais bon, ça varie un petit peu tous les jours, puisque si le prix de l'action monte, le poids de l'entreprise dans votre portefeuille change, et donc ça fait bouger votre bêta. Mais qu'est-ce que ça veut dire que j'ai un bêta de 1,4 à 1,5? Ça veut dire que mon portefeuille, il est beaucoup plus volatile que le marché. Et en même temps, c'est normal, puisque dedans, j'ai énormément d'actions croissance, et j'ai très peu d'actions très stables, comme pourrait être un Johnson Johnson, un Coca-Cola, un 3M. J'ai assez peu d'actions à dividendes, j'en ai quelques-unes certes, mais ce sont plus des actions à dividendes croissance, et donc mon bêta est très élevé. Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça vous permet de vous comparer par rapport à un indice. Si vous cherchez de la croissance et que vous avez un bêta au-delà de 1, eh bien, c'est plutôt un bon signe. Et si vous cherchez à l'inverse à avoir un portefeuille très passif de rentiers, peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie où vous voulez toucher des rentes, peut-être que vous êtes à la cinquantaine, soixantaine, et ben dans ce cas-là, si vous avez un bêta à 1, voire en dessous, ben c'est rassurant parce que ça veut dire que effectivement la volatilité de votre portefeuille est assez basse par rapport au marché. Et le dernier point dont je voudrais vous parler, c'est de diversifier hors de la bourse. Donc en fait, ce que je veux dire ici, c'est évidemment ne pas avoir 100% de son patrimoine en bourse. Et aussi, il y a certains avantages à se gérer en pourcentage. J'en parle assez souvent, mais par exemple, on peut avoir des objectifs, des targets, où on se dit, ben voilà, mon patrimoine, 25% en bourse, 25% en immobilier, 20% en matériaux précieux, obligations, objets d'art, ce que vous voulez. Vous faites vos propres pourcentages, pardon. Ça, c'est très personnel. Et l'idée de ça, encore une fois, c'est d'avoir des actifs avec des volatilités différentes. Si on prend par exemple la situation actuelle, les marchés ont bien baissé. Alors certes, par exemple, l'immobilier a aussi baissé puisqu'on est en train de remonter les taux à cause de l'inflation. Cependant, si vous êtes sur de la location, eh bien les loyers, eux, ils ont tendance à monter aussi à cause de l'inflation. Donc vous ne perdez pas sur les tableaux puisque vos loyers augmentent et le prix de l'immobilier baisse. Donc ce que vous faites, c'est que vous ne vendez pas votre immobilier, vous ne vendez pas vos actions, vos loyers montent puisqu'ils sont indexés sur l'inflation et ça vous permet de, entre guillemets, moins subir la volatilité sur les marchés. A l'inverse, par exemple, si l'inflation baisse, eh bien, les loyers vont monter beaucoup moins puisque c'est indexé sur l'inflation. Cependant, ils vont certainement rebaisser au niveau des banques centrales les taux d'intérêt et vous avez de grandes chances que votre immobilier remonte puisque plus de pouvoir d'achat sur l'immobilier et les actions peuvent aussi peut-être remonter si on est dans une situation économique qui est favorable aux entreprises.
Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Évidemment, ce n'est que mon avis, je vous ai partagé ici ma vision des choses, n'hésitez pas à aller vous renseigner ailleurs. Aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines, à me laisser un petit like, ça ne fait que pousser la chaîne pour qu'elle grossisse plus et qu'on soit toujours plus nombreux à échanger. Comme d'habitude, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de semaine et on se parle dans la prochaine vidéo.